pierre. La connaissance qui nous a été transmise par les civilisations anciennes a été gravée dans la pierre. Peut-être parce que la pierre est l'un des rares matériaux à avoir résisté au passage du temps. Mais qu'en est-il lorsque le message dans la pierre n'a pas été gravé sous forme d'écriture, de dessin ou de symbole? Qu'en est-il lorsque la seule position d'une pierre dans l'espace semble vouloir nous indiquer un savoir? Il fait encore nuit lorsque la petite troupe se met en branle. À leur tête, un homme à la chevelure blanche ouvre la marche. À l'aide de lampes de poche, les randonneurs guident leurs pas dans la neige. Soudain, le guide s'arrête. Devant lui se dressent 3 petites pierres oblongues, comme des menhirs. Les autres marcheurs se regroupent autour de lui, attendant le moment, le signal. À l'horizon, le soleil apparaît enfin. Au fur et à mesure que les secondes s'écoulent, le soleil embrase de ses rayons les pierres debout. L'une d'elles est d'ailleurs marquée de 2 entailles qui forment un V. Et c'est précisément dans l'orientation de l'une des branches de ce V que l'astre se lève. L'autre branche du V pointe selon l'orientation nord-sud. Évidemment, il ne peut s'agir de hasard. Il y a des siècles, des hommes ont marqué ce lieu pour souligner le moment précis du solstice d'hiver. Des hommes visiblement dépendants de cette implacable marche céleste. Mais qui étaient ces astronomes d'autrefois et quel message ont-ils voulu laisser derrière eux? Pour témoigner de l'histoire, les archéologues doivent s'en remettre aux vestiges du passé, mais ce n'est pas toujours chose facile. Ces vestiges soulèvent parfois plus de questions que de réponses. Ce sont de véritables énigmes de pierre. La fin des années 1950 marque l'âge d'or des ovnis. On voit apparaître de plus en plus d'auteurs qui s'interrogent sur certaines hypothèses archéologiques trop souvent acceptées comme des vérités historiques. Qui a érigé les statues de l'île de Pâques? Comment les Égyptiens ont-ils construit leurs pyramides? Qui a tracé les lignes de la plaine de Nazca? Et pourquoi? On propose de nouvelles pistes, on parle de visiteurs venus d'ailleurs. C'est l'hypothèse des anciens astronautes. Alors la théorie des anciens astronautes, dont l'histoire est très longue, a commencé sa véritable carrière auprès du grand public en 1960 et lorsque les éditions Gallimard à Paris ont publié les livres de Louis Pauwels et de Jacques Bergier, Le Matin des magiciens, qui est devenu un grand succès éditorial et commercial. Et ce succès a ouvert la porte à d'autres auteurs qui adhéraient à ce type de pensée, à ce genre de conception longtemps
longtemps avant, mais qui ont saisi une opportunité éditoriale ainsi créée pour produire de nouveaux ouvrages et pour les publier. Et c'était le cas en France de Robert Charroux, et qui a publié un gros livre consacré entièrement à la théorie des anciens astronautes en 1963. Et ensuite, le cas de l'allemand, de Suisse plutôt, Erich von Däniken, et qui a remporté un grand succès commercial avec son livre, et traduit en français sous le titre La présence des extraterrestres, et en 1968. Avec Erich von Däniken, ce qui n'était pour les autres auteurs que de simples interrogations deviennent des affirmations indiscutables. Pour lui, il est certain que le développement des grandes civilisations du passé a été trop rapide pour ne pas y suspecter l'intervention de Dieu venu d'une autre planète. Cette intervention extraterrestre ne fait plus de doute, soutient von Däniken, quand on examine l'ensemble des monuments érigés par ces civilisations maintenant disparues. Comment imaginer des hommes primitifs hissant à 147 mètres de hauteur des blocs de pierre de plusieurs tonnes pour construire la grande pyramide d'Égypte? Comment les Mayas, qui ne connaissaient même pas l'utilisation de la roue, auraient-ils pu construire leurs extraordinaires cités enfouies dans la jungle du Yucatan? Comment peut-on continuer d'attribuer aux Indiens de Nazca au Pérou les incroyables tracés de Pampa quand ces dessins ne peuvent être vus que du ciel? Pour von Däniken et ses partisans, il n'y a qu'une solution possible. Ces énigmes de pierre sont autant de preuves que dans un passé fort lointain, les hommes ont reçu la visite des extraterrestres. Avec l'avènement d'une nouvelle génération d'auteurs comme Colin Wilson, Robert Bauval et surtout Graham Hancock, l'hypothèse des anciens astronautes est peu à peu mise en veilleuse. Pour eux, les grandes énigmes historiques énoncées déjà par von Däniken, Charroux ou Bergier demeurent, mais eux n'y voient pas nécessairement dans ces dieux d'autrefois des extraterrestres venus d'une planète éloignée, mais peut-être les survivants d'une super civilisation comme l'Atlantide ou la Terre de Mu. Enfin, dernier groupe entre les extraterrestres et la supercivilisation, il y a tout un lot d'historiens et d'archéologues amateurs qui, sans aller aux extrêmes, sont sans cesse en train de remettre en question les livres d'histoire. Pour eux, par exemple, l'Amérique, bien avant Colomb, aurait reçu la visite d'explorateurs venus d'Europe et même d'Asie. On parle des Chinois, des Phéniciens, des Celtes et même des chevaliers de l'ordre du Temple. Cette milice qui, dès le 13e siècle, s'est retrouvée au cœur des croisades. Tous ces visiteurs auraient bien sûr laissé derrière eux toutes sortes de vestiges, des preuves irréfutables de leur passage en terre d'Amérique, des énigmes de pierre, finalement, qui ne demandent qu'à être découvertes et expliquées. Qu'ils préconisent la visite des extraterrestres, l'héritage d'une super civilisation ou des maîtres navigateurs, la plupart de ces auteurs voient les historiens et les archéologues comme les artisans d'une conspiration destinée à rassurer l'homme de la rue en lui proposant une histoire préfabriquée. Certains vont même jusqu'à accuser les grands musées du monde de garder dans leurs réserves des artefacts insolites qui risqueraient de choquer les visiteurs. Si les super civilisations, les extraterrestres, les conspirations mystiques et historiques stimulent les amateurs d'énigmes, elles reposent néanmoins sur bien peu de choses. La plupart des scientifiques rejettent en bloc les allégations des auteurs d'archéologie fantastique dont ils qualifient les hypothèses de délire. Pourtant, malgré les critiques scientifiques, ces histoires continuent de susciter un énorme engouement auprès du public. Il faut bien reconnaître que l'histoire des civilisations est jalonnée de zones grises et d'incertitudes qui permettent à des auteurs comme von Däniken, Charroux ou Hancock de trouver leur niche. L'interprétation qu'ils font de certains événements et la solution qu'ils proposent pour expliquer ces constructions ont aussi l'avantage d'être plus divertissantes que les discours souvent ennuyeux des archéologues. Mais divertissante ne rime pas forcément avec convaincante.
Je pense que les gens veulent les histoires et je ne sais pas pourquoi on veut les histoires. Peut-être c'est quelque chose qui est en fait très ancien, que lorsqu'on était les chasseurs-collecteurs, peut-être on voulait être emmerveillés par nos chamans ou les gens plus âgés, les mythologues de notre société pour nous fabriquer, nous construire les histoires qui étaient vraiment au-delà de notre vie normale. Et j'imagine que c'est quelque chose comme ça. Mais avant les Bergier, Charroux, Von Däniken ou Hancock, il y a l'histoire. Une histoire qui débute quelque part au Proche-Orient, il y a 5000 ans. Les grandes civilisations de l'Antiquité et celles de l'Amérique précolombienne ont laissé derrière elles des monuments et des cités fantastiques. Ces grandes civilisations n'ont pas manqué d'intéresser des auteurs comme Eric von Däniken, Robert Charroux ou Graham Hancock dans leur quête de la super civilisation, qu'elles viennent de l'Atlantide ou d'une autre planète. À quelques kilomètres à l'ouest du Caire se dresse le plateau de Gizeh, le site des plus énigmatiques structures du monde, les pyramides. La grande pyramide de Khéops, par exemple, faisait à l'origine 147 mètres. Aujourd'hui, elle n'a perdu que 10 mètres de sa hauteur initiale. Elle est composée de 2 300 000 blocs de pierre et son poids est évalué à 6,5 millions de tonnes. Pour Eric von Däniken, le gigantisme de la construction est hors de portée de toute entreprise humaine. En fait, sans l'intervention des extraterrestres, von Däniken croit qu'aucune civilisation n'aurait pu entreprendre un tel chantier. Les constructions du plateau de Gizeh ne sont pas les seules à faire fantasmer les amateurs d'archéologie fantastique. Profondément enfouies dans la jungle du Yucatan, les grandes cités de Chichen Itza, de Palenque ou de Tikal témoignent encore de la splendeur de l'Empire Maya, une civilisation indigène qui, à son apogée, a atteint un art architectural inégalé dans toute l'Amérique précolombienne. Les connaissances mathématiques et astronomiques des bâtisseurs sont étonnantes. Le grand temple pyramidal de Chichen Itza compte par exemple 4 escaliers de 91 marches, plus une marche commune formée par une plateforme où se dresse un temple. 91 marches multipliées par 4 égale 364. Ajoutons à cela la plateforme du sommet et nous obtenons 365 marches, soit le nombre exact de jours dans une année. Pour les adeptes de la théorie des anciens astronautes, tout ce savoir astronomique des Mayas ne peut être que le fruit d'un très ancien contact avec des mentors venus d'ailleurs. Comment ne pas également être frappé par les similitudes entre les constructions mayas et égyptiennes, des civilisations pourtant aussi éloignées dans le temps que dans l'espace? Simple coïncidence? Pour les amateurs d'archéologie alternative, le gigantisme des constructions n'est pas le seul élément à l'appui de cette hypothèse d'un très ancien contact avec une super civilisation. Pour von Däniken ou Graham Hancock, par exemple, les principaux ténors de cette histoire revue et corrigée, le développement soudain et spontané des grandes civilisations, qu'il s'agisse de Sumer, de l'Égypte ou encore des Mayas, serait tout aussi inexplicable que les méga-constructions. John Anthony West, l'un des principaux partisans de cette controverse entourant l'âge réel du Sphinx, disait à propos des Égyptiens de l'Antiquité, comment une civilisation peut-elle naître épanouie? Pour John Anthony West, c'est comme si la première voiture à être sortie des usines égyptiennes était une Rolls-Royce moderne. Et il n'y a pas non plus que les méga-constructions qui posent problème, il y a également l'art pictural. Comment expliquer, par exemple, que tous ces peintres et artistes des temps anciens avaient la même lubie, qu'il s'agisse des peintures rupestres du Val Camonica en Italie, des sculptures mayas de Palenque ou encore les pictogrammes amérindiens du lac Christina au Canada. Toutes ces représentations artistiques nous montrent des créatures vêtues comme des astronautes ou accompagnées de mystérieuses machines volantes qui ne sont pas sans rappeler les récits contemporains d'OVNI. Christina Lake, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, est un lieu isolé à l'intérieur des terres. Et il y a là plusieurs peintures, dont l'une d'elles représente une très grande soucoupe volante, du moins en apparence. On voit nettement les contours d'une soucoupe volante avec des rayons qui jaillissent par en dessous, à moins que ce ne soit les pieds ou le trépied qui la supportent.
John McGaugh, un journaliste qui était affecté à la galerie de presse à Ottawa, m'a un jour fait part, lors d'un dîner, de l'excitation qu'il ressentait à la vue de ce dessin qui représente à ses yeux une preuve objective de l'atterrissage d'un ovni. Avant toute influence, avant tout contact. Parce que la peinture montre très clairement la présence de figures humaines, de petites figures humaines tout autour de ce dessin quasi miraculeux. Et je dois admettre qu'on peut adhérer à cette théorie. Il circule deux versions de ce dessin. D'abord, une photographie originale qui a été suivie d'un dessin venant souligner certains détails. Le dessin ressemble davantage à un ovni que l'original. Et le dessin original lui-même, qui est assez fidèle aux motifs graphiques utilisés par les Amérindiens de la région. Pour beaucoup, l'idée d'un contact avec des extraterrestres ou avec les représentants d'une super civilisation comme l'Atlantide est beaucoup trop extravagante pour être réaliste. Et si le contact était d'une toute autre nature? Des échanges sporadiques entre des sociétés culturellement très éloignées n'auraient-ils pas provoqué ce même genre d'anachronisme? Alors, ce qu'on appelle l'establishment en histoire, archéologie, anthropologie, pour ce qui est de l'ensemble de l'Amérique du Nord, pas seulement ici, mais tous ces gens-là considèrent que le premier contact avec l'Europe s'est fait avec Christophe Colomb et les autres explorateurs, Verrazano, Champlain, Jacques Cartier, Champlain, Maisonneuve, etc. Qu'avant ça, il n'y avait personne d'autre. Sauf qu'on trouve les vestiges de d'autres cultures, celtiques, vikings et phéniciens. Quand je mentionne vikings, oui, les vikings sont reconnus à Terre-Neuve, mais il y a des vestiges vikings ailleurs qu'à Terre-Neuve, et ça, c'est refusé. En 1910, à Bromptonville, au Québec, des ouvriers qui s'affairent sur le chantier de la nouvelle église découvrent deux grandes pierres sur lesquelles apparaissent des inscriptions. Il s'agit de deux rangées faites de lignes verticales qui se touchent et se croisent, formant des V, des W et des X. Les pierres seront éventuellement acheminées aux frères du séminaire Saint-Charles-Borromée de Sherbrooke, où elles sont toujours conservées dans une pièce du musée de l'établissement. Depuis leur découverte, les mystérieuses tablettes n'ont pas manqué d'attirer les chasseurs d'énigmes, tant professionnels qu'amateurs. En 1966, un archéologue du Centre d'études nordiques de l'Université Laval, le Dr Thomas Lee, se penche sur ces pétroglyphes. Pendant 9 ans, il va tenter vainement d'intéresser ses collègues au mystère des pierres de Sherbrooke. Puis, en 1975, le professeur Barry Fell de l'Université Harvard l'informe qu'il a enfin identifié l'origine des inscriptions. Barry Fell a ouvert la voie pour les chercheurs qui s'intéressent à expliquer la présence dans toute la Nouvelle-Angleterre et le Québec de tous ces ruines, ces vestiges de pierre. Alors, il a lancé la théorie que les Celtes, parce qu'ils pouvaient reconnaître l'écriture celtique, ils pouvaient même la traduire un peu ce qui était écrit. Et il a lancé justement la controverse, la présence celtique en Amérique du Nord, dans des temps préhistoriques, c'est-à-dire il y a 2-3 000 ans. Selon Fell, il s'agit d'un ancien dialecte égyptien parlé en Libye, quelques 500 ans avant Jésus-Christ. Et comme il n'a été découvert qu'en 1972, la possibilité qu'une pierre découverte au début du siècle et portant les caractères de ce dialecte puisse être une fraude est pratiquement nulle. Aujourd'hui, bien peu de gens continuent de croire à l'identification ou à la traduction du professeur Fell. Certains vont même jusqu'à dire que les caractères pourraient être des marques laissées par l'érosion, une interprétation aussi controversée que celle du professeur Fell. D'autres croient que les marques pourraient être de l'ogam, une forme primitive d'écriture celte. Les pierres de Sherbrooke ne sont pas les seuls artefacts prouvant une ancienne présence celtique en Amérique du Nord.
Gérard Leduc, un chercheur, a répertorié plusieurs sites où des structures de pierre singulières ou encore des pétroglyphes supposent également une présence européenne longtemps avant l'arrivée des premiers colons au 16e siècle. Le pétroglyphe est un indicateur culturel très puissant, et surtout quand on le retrouve gravé sur des pierres en place. Un roc, un rocher, qui n'a pas été transporté par des gens. Okay? Si on trouve une petite pierre que quelqu'un a pu emporter, ben, on dit, ben oui, on portait ça dans une autre place. Mais quand on trouve... Donc, c'est comme la signature d'une personne qui est gravée sur la pierre, et donc, ça identifie la culture de la personne. Et on peut identifier aujourd'hui l'écriture Ogam, O-G-A-M, qui était l'écriture des Celtes. Et ça, on en retrouve des exemples en grand nombre, d'une façon très répandue. C'est assez extraordinaire. Ce sont ces mêmes explorateurs qui pourraient être responsables de l'une des plus surprenantes énigmes de pierre d'Amérique du Nord, Mystery Hill. Situé près de North Salem, au New Hampshire, le site de Mystery Hill se présente comme un ensemble de chambres basses, de cavernes et de murets de pierre, construits à la manière de ces tumulus que l'on retrouve un peu partout en Europe de l'Ouest et dont certains remontent à plus de 5000 ans. Le site, qui couvre 12 hectares, est connu depuis des générations, mais personne ne sait exactement qui l'a aménagé. Des tests au carbone 14, réalisés sur des morceaux de bois trouvés parmi les pierres, permettent de croire que le site aurait pu être construit il y a à peu près 3 ou 4 000 ans. La présence également de pierres alignées en fonction de certains événements astronomiques permettent de croire qu'il pourrait y avoir une origine européenne au site. Il ne faut pas s'étonner d'ailleurs que dès 1982, l'endroit a été rebaptisé America Stonehenge. Le docteur Barry Fell, le même qui s'est retrouvé au cœur de la controverse sur les fameuses pierres de Sherbrooke, a fait beaucoup de recherches autour de Mystery Hill et il a également trouvé des pierres avec des symboles qui ressemblent à de l'ogam, une ancienne écriture celte. Selon Feld, une très ancienne communauté de gens venus du nord de l'Angleterre aurait pu aménager le site ou à tout le moins y vivre il y a 800 ans avant notre ère et puis 300 ans après Jésus-Christ. Des structures comme celle de Mystery Hill existeraient à d'autres endroits le long de la côte est de l'Amérique du Nord. Dans son livre, l'auteur canadien Michael Bradley en énumère quelques-unes. À Newport, au Rhode Island, il y a une immense tour de pierre qui n'est pas sans rappeler certaines églises d'Europe du Nord. Les premières références à cette tour datent de 1632, mais Michael Bradley croit qu'elle aurait été construite des siècles auparavant par des maçons venus d'Europe. Il y a beaucoup de vestiges, autres que les pétroglyphes, c'est évident qu'ils sont d'origine humaine. Les murets de pierre, des fondations, des dolmens, des monticules de pierre, par exemple. Mais tout ça, c'est attribué là, de façon unilatérale aux premiers colons du 19e siècle, par exemple. Et on ne va pas considérer d'autres possibilités. Qu'il s'agisse de l'histoire des grandes civilisations de l'Antiquité, des Incas du Pérou ou même des Autochtones de l'Amérique du Nord, rien ne semble acquis. Certaines fouilles archéologiques ont apparemment mis à jour des vestiges pour lesquels même l'histoire traditionnelle est incapable de rendre compte. Faut-il y voir l'intervention des extraterrestres ou d'une civilisation disparue, ou peut-être même de bâtisseurs venus d'Europe longtemps avant Christophe Colomb. Des livres comme Le Matin des magiciens de Louis Powell et Jacques Bergier, Présence des extraterrestres de Eric von Däniken ou L'empreinte des dieux de Graham Hancock ont soulevé de vives critiques de la part des archéologues professionnels. Certains ont même publié à ce propos des ouvrages entiers reprenant point par point les spéculations proposées par ces auteurs populaires.
depuis la publication des premiers ouvrages sur la théorie des anciens astronautes, les chercheurs, les scientifiques s'acharnent à démontrer que cette théorie, ou du moins les preuves de cette théorie, sont fausses. Et de tous les monuments qu'on nous cite comme preuve de la présence d'êtres extraterrestres sur Terre, on peut trouver des explications rationnelles, très simples, et qui n'exigent pas qui n'exige aucune intervention d'être venu du cosmos. Et pourtant, le grand public reste peu sensible aux arguments des scientifiques. Il continue à croire à la théorie des anciens astronautes. La grande pyramide de Khéops a été construite il y a 4500 ans. Elle est la seule des 7 merveilles du monde encore visible de nos jours. Malheureusement, les recherches archéologiques ne laissent que bien peu de place au mystère. Lorsque des auteurs comme von Däniken ou Charroux parlent d'une construction impossible à réaliser, ils travestissent honteusement les faits. Non seulement les Égyptiens disposaient-ils de la main-d'œuvre et des matériaux nécessaires, ils avaient aussi la logistique pour mener à bien ce genre de chantier. Le plateau de Gizeh, où se trouvent les grands trio de pyramides de 4e dynastie, est situé sur un gisement de 35 mètres de calcaire, qui est à la portée des constructeurs. Donc c'était là pour être utilisé, pour être exploité. Donc le vrai problème était organiser les ouvriers pour couper les blocs et les apporter en haut. Et ça c'est un défi, c'est vrai, mais c'est pas quelque chose qui prend les extraterrestres ou les gens d'ailleurs, ou les gens mythiques comme les Atlantides. Contrairement aux affirmations de ces auteurs populaires, les premières pyramides égyptiennes étaient loin des chefs-d'œuvre du plateau de Gizeh. Les Égyptiens n'ont pas construit cette pyramide en une seule fois. Ils ont fait des essais. Ils ont d'abord fait une structure vaguement rectangulaire à étages, et puis ils se sont aperçus que non, c'est pas tout à fait ce qu'ils voulaient. Ils ont apporté des modifications, etc. Il y a 5 ou 6 phases de construction dans cette pyramide pour acquérir, si vous voulez, la technique nécessaire à la construction des pyramides suivantes. Bon. C'est bien... Si on avait télégraphié cette méthode de construction des pyramides, eh bien, les Égyptiens, dès la première pyramide, eh bien, ils l'auraient construite sans aucun problème. Comme on le constate, le développement de l'architecture pyramidale s'est fait progressivement et non sous l'effet d'une baguette magique. On est loin de cette génération spontanée de maîtres architectes évoquée par von Däniken et compagnie. L'hypothèse voulant que les pyramides du plateau de Gizeh étaient érigées selon un alignement très précis de certaines étoiles de la constellation d'Orion soulève également le scepticisme des archéologues professionnels. Dans son livre First Civilization, l'archéologue, par exemple, Robert Chadwick, aborde cette question d'ailleurs avec un certain humour. Commençons avec Beauval et les astres. Il parle de l'alignement des canaux, des genres de tunnels à l'intérieur de la pyramide. Mais en fait, si il était utilisé pour regarder les étoiles et pour aligner, c'est ça leur hypothèse, c'est que les tunnels étaient utilisés pour aligner les pyramides. Ils ont oublié plutôt de mentionner ou d'expliquer clairement qu'on ne peut pas voir. Si vous entrez au centre de pyramide, dans la grande chambre, c'est ce qu'on appelle la chambre du roi, vous serez déçus parce qu'ils sont bloqués. Parce qu'ils sont courbés à 45 degrés à un moment donné, juste avant d'arriver dans la chambre propre. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour regarder les étoiles. L'érosion prononcée du Sphinx a fait dire à Graham Hancock et Robert Beauval que le monument aurait été sculpté il y a plus de 10 000 ans par une super civilisation. Les géologues et les archéologues, eux, n'y voient au contraire rien de bien mystérieux. Pour échafauder leur hypothèse, Hancock et Beauval s'en sont remis aux travaux de Robert Schoch, géologue à l'Université de Boston,
qui a conclu en 1991 que les marques d'érosion sur le sphinx sont caractéristiques d'une érosion par l'eau. Le climat sec de l'Égypte étant demeuré à peu près inchangé depuis plus de 5000 ans, la construction du monument serait donc antérieure à cette période. Le problème dans ce genre de récupération, c'est qu'on favorise un point de vue marginal au détriment d'une quasi-unanimité. La plupart des géologues croient que l'érosion anormale du sphinx serait due à la nature même des couches de roches dans lesquelles il a été sculpté et non à quelques pluies diluviennes survenues à la fin de l'ère glaciaire. Von Däniken, Charroux et Hancock voient les civilisations du passé comme primitives. Leur attribuer des constructions comme les Grandes Pyramides ou l'El Castillo de Chichen Itza est un non-sens. On favorise également un dissident, même s'il a tort. La grande cité de Tiwanaku en Bolivie est l'exemple parfait de ce décantage malsain. Pour donner forme à leur extravagante théorie, Von Däniken ou Graham Hancock favorisent les travaux d'un ingénieur autrichien, Arthur Posnanski. Dans la première moitié du 20e siècle, Posnanski a fait certains travaux dans la cité de Tiwanaku. Et pour évaluer son âge, il a jugé que le grand temple, le Kalasasaya, avait dû être aménagé en fonction de la levée du soleil lors du solstice d'été. Or, l'axe de la Terre ne changeant que très légèrement ou très lentement, et le Kalasasaya étant légèrement désaxé, Posnanski en a donc conclu que la cité avait dû être érigée il y a quelques 10 000 ans. Et évidemment, à cette époque, aucune civilisation n'avait la logistique nécessaire pour ériger une telle cité, d'où l'intérêt de Von Däniken et Hancock pour les évaluations de Posnanski. Le problème, c'est que l'ingénieur autrichien est le seul dans son camp. Tous les travaux archéologiques menés depuis sur Tiwanaku indiquent plutôt que la cité a été aménagée selon 3 phases successives, échelonnées entre l'an 1000 de notre ère et 1200 après Jésus-Christ. Mais évidemment, cela ne cadre pas trop avec les extraterrestres de Von Däniken ou la supercivilisation de Hancock. Bien sûr, les historiens n'ont pas réponse à tout, mais les incertitudes qui planent encore sur certaines énigmes archéologiques n'offrent en réalité que bien peu de chance aux extraterrestres de Von Däniken ou à la supercivilisation de Hancock. Les sites sont impressionnants. Les Mayas ont construit des villes dans la jungle. Les Incas ont construit des sites d'une immense dimension dans les hauts plateaux, dans la montagne. Ont des techniques de construction absolument fantastiques. Mais les archéologues, en général, ont été capables de au moins pouvoir décrire, comprendre ces techniques. Et ce qu'on sait, en plus, ce qui est bon de savoir, c'est que au Nouveau Monde, on n'a pas utilisé le métal avant l'arrivée des Blancs, des Espagnols, comme outil. On faisait des ornements, on faisait toutes sortes de choses avec l'or et l'argent, et le cuivre, mais sinon, c'est avec de la pierre taillée que l'on a construit et on a édifié ces constructions. Il y a des choses qui sont plus difficiles à expliquer, mais c'est pas dans les questions de construction. Pour moi, c'est des trucs comme les lignes Nazca, qui sont des dessins géométriques qui représentent des animaux, qui représentent, on a pensé, des pistes d'aviation. C'est pas tout à fait... Enfin, j'y crois pas beaucoup. Mais de toute façon, qui sont des dessins tellement énormes que pour pouvoir les voir, pour pouvoir se les représenter, il faut être un petit peu dans l'espace. Alors ça, c'est plus difficile. Et pour n'importe qui, et même pour un archéologue, de pouvoir expliquer ça. La présence celte en Amérique avant Christophe Colomb pose un tout autre problème. Jusqu'à maintenant, mis à part les vestiges vikings clairement identifiés à Lance aux Meadows, personne n'a jamais apporté une preuve irréfutable de cette soi-disant présence. Au-delà des légendes et des récits anecdotiques, les artefacts proposés comme les pierres de Sherbrooke ou les inscriptions Ogam, l'écriture celte, restent très controversés. Il faut comprendre que l'Ogam se caractérise par une série de traits qui se recoupent et qui forment des branches. En fait, la simplicité de l'alphabet est telle que de vulgaires marques sur une pierre ou des marques laissées par l'érosion pourraient passer pour de l'Ogam.
Quant à des sites comme Mystery Hill ou la tour de Newport, là aussi c'est très controversé. Prenons par exemple Mystery Hill. Le site n'est connu que depuis 1826. À cette date-là, un fermier local, Jonathan Patty, a décidé d'y construire une ferme. Il n'y a aucune référence antérieure à l'occupation de Jonathan Patty. Évidemment, depuis, le site a été identifié comme étant les ruines d'un ancien monastère construit entre le 9e et le 10e siècle, les ruines d'un ancien village pré-viking ou encore des ruines phéniciennes, ou bien une construction de Jonathan Patty lui-même. Il faut comprendre que lorsque l'on parle de construction de roches, il n'y a pas de méthode certaine pour dater la pierre, comme il en existe une, par exemple, avec la matière organique, le bois, le fibre et autres, qui peuvent être datées à l'aide du carbone 14. Donc, dans le cas de Mystery Hill, le site pourrait tout aussi bien avoir été aménagé par des visiteurs venus d'Europe il y a 1000 ans que par des fermiers locaux il y a 250 ans. Il faut quand même se rappeler que le New Hampshire a connu une forte explosion d'immigration irlandaise aux alentours de l'an 1600. Quant aux morceaux de bois trouvés parmi les pierres et datés au carbone 14, les analyses sont tellement contradictoires et varient tellement d'une analyse à l'autre qu'il est impossible d'en tirer une conclusion définitive. Jusqu'à maintenant, il existe peu de preuves des visites extraterrestres de von Däniken ou de la super-civilisation de Graham Hancock. En revanche, le débat sur une présence européenne en Amérique avant Christophe Colomb s'articule autour d'un ensemble de récits, de documents et d'artefacts qui restent tout à fait intrigants. Dans sa collection de vieux documents, l'Université de Yale au Connecticut possède une carte pour le moins singulière. Elle aurait été dessinée aux alentours de l'an 1440, c'est-à-dire quelques 50 ans avant la venue de Christophe Colomb en Amérique, et elle serait la copie d'une carte viking encore plus ancienne. Dans sa partie supérieure droite, on y voit le Groenland, mais également une partie des côtes est du Canada appelée Vinland, ou terre des vignes. Si cette carte est authentique, si la carte de Vinland est authentique, il y a toute une controverse à ce sujet-là, il s'agirait du premier document précolombien établissant l'existence du Nouveau Monde. Évidemment, certains diront qu'on sait qu'aux alentours de l'an 1000, une colonie de Vikings est venue s'installer brièvement à Lance aux Meadows, preuve que le Nouveau Monde leur était déjà connu à cette époque. C'est vrai. Mais si la carte de Vinland est authentique, non seulement elle montre qu'il y avait cette connaissance, mais que cette connaissance a pu circuler de manière manuscrite à travers toute l'Europe et guider de nouveaux marins vers cette terre qui allait devenir éventuellement l'Amérique. La carte de Vinland n'est pas vraiment unique. Il existe un autre document appelé Carte Zeno. Le document a été publié en 1558 à l'intérieur d'un récit de voyage signé par un certain Niccolò Zeno. Dans son préambule, l'auteur soutient que le récit et la carte sont en fait l'œuvre de deux de ses aïeuls, Messire Antonio et Niccolò Zeno, deux célèbres navigateurs vénitiens de la fin du 14e siècle. Les cartes des frères Zeno étaient dans la famille depuis environ 150 ans. Et ce qu'elles ont de particulier, c'est que ces cartes représentent l'hémisphère nord. À partir de l'Angleterre, on y voit l'Islande, on y voit le Groenland, les côtes du Labrador, et aussi une terre inconnue que l'on nommait à l'époque Estotiland. Aujourd'hui, on sait que cette partie d'Estotiland correspond à la Nouvelle-Écosse de nos jours. Si la carte de Vinland et celle des frères Zeno sont authentiques, il est clair que l'existence du Nouveau Monde était bien connue des navigateurs européens du Moyen Âge et de la Renaissance. Mais qui aurait pu être ces explorateurs? Parmi les candidats les plus populaires, on retrouve les chevaliers de l'Ordre du Temple et un mystérieux prince écossais, le comte Henry Sinclair. Plus récemment, un architecte de l'île du Cap-Breton, Paul Chiasson, a ajouté les Chinois à la liste déjà considérable des précurseurs de Christophe Colomb en Amérique. Il soutient avoir découvert à l'été 2003 des ruines qui prouveraient que des explorateurs chinois ont établi une colonie à l'île du Cap-Breton au 13e siècle. Mis à part la présence viking à Lance aux Meadows, est-il possible que des petits groupes venus d'Europe ou de Chine aient exploré le Nouveau Monde des siècles avant Christophe Colomb? Dès les années 1940, un explorateur norvégien, Thor Heyerdahl, s'est interrogé à savoir si l'île de Pâques n'avait pas pu être colonisée par des gens venus d'Amérique du Sud, en particulier du Pérou, plutôt que par des ethnies venues de l'Ouest, comme le soutenaient à l'époque la plupart des anthropologues.
Mais évidemment, l'hypothèse de Heyerdahl a été poliment réfutée, les experts expliquant que les Péruviens ne disposaient pas à l'époque de bateaux en bois de balsa essentiels pour entreprendre ce genre d'équipée. Mais Thor Heyerdahl est resté un peu sur sa faim, sceptique par rapport à tout ça. Pour lui, les bateaux de roseau, comme ceux utilisés par les Incas sur le lac Titicaca, auraient très bien pu faire l'affaire. Tant et si bien qu'en 1947, il a entrepris la construction d'un radeau fait en roseau en utilisant les mêmes techniques que celles utilisées par les anciens Péruviens. Et lui, 5 de ses compagnons et un perroquet se sont embarqués sur le Kon-Tiki pour cette aventure dans le Pacifique. Et puis, 101 jours plus tard, Heyerdahl et ses compagnons ont accosté sur un tout petit atoll à l'est de Tahiti. Heyerdahl, sur son Kon-Tiki, venait de démontrer que d'anciens contacts entre l'Amérique du Sud et le Pérou avaient pu se produire avec la Polynésie il y a dans des temps anciens. Les expéditions de Thor Heyerdahl ont prouvé hors de tout doute qu'à partir des matériaux de jadis, des échanges sporadiques ont pu exister entre les peuples d'Amérique, d'Europe et même d'Afrique. Mais une possibilité n'est pas un fait établi. Même si Heyerdahl a démontré la faisabilité de tels voyages, rien ne prouve que ces échanges aient bel et bien eu lieu. Il y a beaucoup de contacts dans l'Antiquité, il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup d'échanges entre les différentes sociétés. Mais ce sont généralement des échanges qui, si l'on compare avec le monde d'aujourd'hui, se font sur une échelle, somme toute, assez restreinte. Hein? C'est le bassin méditerranéen, en gros, où on voit donc des échanges entre les Égyptiens, les Grecs, les autres peuples du Proche-Orient. Si plusieurs civilisations d'Amérique centrale entretiennent des légendes relatant l'arrivée par la mer d'hommes fabuleux, cela ne signifie pas pour autant que ces autochtones aient reçu des visiteurs du Proche-Orient. Pour moi, le truc, c'est qu'il s'agit de démontrer qu'il peut y avoir eu contact. Et comme je dis, c'est une possibilité tout à fait acceptable. Les Basques ont certainement été à Lançomédo, on en est absolument certain, avant que Jean Cartier arrive. Il y a des choses qui sont clairement démontrées, mais on peut pas... il faut aller plus loin que ça, c'est-à-dire que ça ne démontre jamais que c'est la cause des développements sociaux ou culturels. C'est simplement une observation, et ensuite, il faut essayer de comprendre ce que ça peut avoir eu comme effet sur la société qu'on est en train d'étudier. Pour réécrire les manuels d'histoire, les archéologues ont besoin plus que de simples hypothèses. Or, jusqu'à présent, la réalité de ces contacts entre l'Ancien et le Nouveau Monde reste purement théorique. L'histoire est jalonnée d'énigmes de pierre, des constructions qui défient l'entendement ou qui apparaissent comme des anachronismes. Pour les expliquer, certains n'ont pas hésité à faire appel aux extraterrestres ou aux descendants d'une fabuleuse super-civilisation. D'autres, plus réservés, ont imaginé des contacts entre diverses civilisations. Si cette dernière hypothèse apparaît plus vraisemblable, elle demande encore à être étayée par des preuves concrètes et irréfutables. C'est dans le royaume de possibilités. C'est possible, oui. J'ai mes doutes pour plusieurs raisons. Premièrement, ça veut dire que les gens d'ici étaient pas assez intelligents pour construire leur propre civilisation. Et ça, je trouve ça un peu ethnocentrique, culturocentrique, si vous voulez. Que seulement les Blancs européens, ou bien les Égyptiens, ou bien les Sumériens, ou les Chinois, n'importe qui, étaient capables de créer une civilisation et l'exporter. Dans toute cette controverse, il faut se rappeler surtout que les hommes de l'Antiquité n'étaient pas moins intelligents que les hommes d'aujourd'hui. Ils n'avaient certes pas notre technologie, mais leur ingéniosité pouvait pallier de façon spectaculaire à cette lacune. Que l'on prenne par exemple les maçons ou les architectes
qui, dès le Moyen Âge, ont entrepris la construction d'œuvres gigantesques, comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cité d'Angkor Wat dans la jungle du Cambodge, ou le temple Potala au Tibet. Ces gens ne disposaient certes pas de notre technologie, mais il ne viendra à personne l'idée d'attribuer ces constructions à des extraterrestres. Pas plus qu'il ne viendra à personne l'idée d'attribuer aux Atlantes la construction de la Grande Muraille de Chine. Ce mur qui fait 1900 km de long, suffisamment long finalement pour relier Londres à Moscou. Et pourtant, la Grande Muraille de Chine compte suffisamment de blocs pour construire 30 pyramides comme celle de Khéops. Il existe de nombreux récits et chroniques qui expliquent comment les bâtisseurs des cathédrales ou de la Grande Muraille de Chine s'y sont pris pour ériger leurs œuvres. Cette documentation est plus rare lorsqu'il est question des pyramides d'Égypte ou des temples mayas. Ce vide, c'est une porte ouverte sur les plus folles spéculations. En l'absence de certitude absolue, ces grandes énigmes de pierre vont continuer à faire fantasmer les amateurs d'archéologie alternative. Découvrirons-nous un jour derrière ces merveilles quelques visiteurs extraterrestres? Les survivants d'une Atlantide disparue? Des Celtes venus s'installer dans un nouveau monde? Ou tout simplement des hommes animés par le désir de se surpasser?